Le vol de nuit en provenance de Nice a atterri à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, apportant avec lui le froid perçant de l'intersaison. Je traînais ma petite valise à travers le hall des arrivées. Le sentiment d'une fatigue mortelle s'infiltrait dans chaque cellule de mon corps, après un mois entier passé sur les routes, dans les régions du sud de la France, pour signer des contrats destinés à une chaîne de supermarchés. À 32 ans, occupant le poste de directrice des achats dans un grand groupe de grande distribution, j'avais payé le prix de ma réussite par des nuits blanches et des repas avalés à la hâte, dans des barquettes en plastique, directement dans ma voiture. Mais je ne m'en plaignais jamais. J'avais toujours cru que le ciel n'abandonnait jamais les personnes travailleuses. Je me disais que si je travaillais dur et que je faisais des économies, la vie finirait inévitablement par me récompenser à ma juste valeur. Assise dans le taxi, qui filait sur l'autoroute en direction du quartier de Boulogne-Billancourt, j'ai basculé la tête sur le siège et j'ai fermé les yeux, espérant trouver enfin un peu de paix. Paris, la nuit, était silencieuse. Les lumières des lampadaires projetaient des reflets jaunâtres, qui glissaient doucement sur les vitres. Dans ma tête, il n'y avait plus que l'image de mon petit appartement douillet. C'était le fruit de mes nombreuses années d'efforts acharnés pendant ma jeunesse. J'avais acheté cet appartement à crédit, alors que j'étais encore célibataire. J'avais fait le ménage moi-même, j'avais choisi chaque carrelage mural, et j'avais acheté chaque meuble avec soin. Cette maison n'était pas un simple bien matériel. C'était mon refuge, l'endroit où je retournais pour me délester de tous les soucis du monde extérieur. Le taxi s'est arrêté devant l'entrée de ma résidence habituelle. J'ai payé la course, j'ai pris ma valise et je suis entré dans l'ascenseur, en appuyant sur le bouton du 15e étage. Sur le palier, au milieu de la nuit, le silence était si profond que j'entendais distinctement les roulettes de ma valise glisser sur le carrelage. Debout devant la porte de mon appartement, je cherchais mes clés dans mon sac, quand soudain, un étrange sentiment de vide m'a transpercé. Je n'avais pas vu, sur l'étagère à chaussures de l'entrée, les mocassins de mon mari, Julien, comme c'était habituellement le cas. Il était sans doute encore allé dîner chez sa mère, Béatrice, et il y était resté pour la nuit. Depuis le jour même de notre mariage, Julien avait gardé l'habitude de s'enraciner dans la maison de sa mère. Il était un employé de bureau consciencieux mais soumis, avec un caractère si doux que cela frisait le manque de volonté. Toutes les questions, petites ou grandes, des dépenses ménagères aux relations avec la famille et les amis, Julien les réglait en suivant scrupuleusement les directives de sa mère. Quant à moi, désireuse de préserver ma dignité de belle-fille et la paix dans la famille, j'avais serré les dents toutes ces années, endurant les brimades de ma belle-mère et l'indifférence de mon mari. J'ai inséré la clé dans la serrure et j'ai poussé la porte. La lourde porte en bois s'est ouverte, mais je n'ai pas été accueillie par la chaleureuse lumière jaune habituelle. À la place, une obscurité glaciale et un immense espace oppressant m'ont fait face. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur l'interrupteur mural. La lumière éclatante du plafonnier a illuminé la pièce. Le spectacle qui s'est offert à mes yeux m'a cloué sur place. Mon corps tout entier s'est pétrifié, comme si l'on m'avait jeté un seau d'eau glacée en plein hiver. Mon appartement était vide, au sens propre du terme, complètement vide. Il ne restait plus rien. Je me suis frotté les yeux, pensant que je m'étais trompé d'appartement. Mais le tableau, que j'avais moi-même accroché au mur, était toujours là. Seulement, le canapé en cuir véritable, que j'avais commandé à l'étranger et attendu pendant 2 mois, s'était évaporé sans laisser de traces. Le meuble télé en chêne avait disparu, emportant avec lui l'écran plat de 55 pouces. Prise de panique, j'ai laissé tomber ma valise sur le sol et je me suis précipitée dans la cuisine. La table à manger pour 6 personnes en noyer massif, sur laquelle j'avais l'habitude de boire mon thé le dimanche matin, avait également disparu, sans laisser la moindre trace. Le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, je me suis précipitée vers la chambre principale. La porte était grande ouverte, et le parquet en bois nu m'a sauté aux yeux. Mon lit importé, d'une valeur de 10 000 €, mon matelas à ressort haut de gamme, et même ma petite coiffeuse élégante, tout avait été emporté. Sur le parquet, là où se trouvaient auparavant ces meubles massifs, il ne restait plus que des contours de poussière, trahissant clairement leur forme. Ces traces poussiéreuses étaient comme des entailles, infligées directement à mon amour-propre et à ma patience.
Je suis restée plantée là, au milieu du salon, respirant lourdement. La sueur perlait sur mon front, malgré la fraîcheur de la nuit. Un cambriolage. Quel voleur aurait pu déjouer le système de sécurité à 3 niveaux de l'immeuble, et emporter tranquillement tous ces meubles encombrants sans être repérés par les gardiens? Julien et moi étions les seuls à avoir les clés. Il n'y avait aucune trace d'effraction sur la porte. Tout avait été fait trop proprement, de manière beaucoup trop professionnelle. Je me suis approchée de l'endroit où se trouvait autrefois le meuble télé, et je me suis penchée pour examiner les longues rayures sur le parquet, laissées par le déplacement des meubles. Un sentiment d'amertume m'est monté à la gorge. Ces objets ne se mesuraient pas seulement en argent. Ils représentaient ma sueur, mes larmes, mes nuits d'insomnie à travailler jusqu'à l'épuisement, et tous ces déjeuners modestes que j'avais pris tout au long de ma jeunesse pour pouvoir me les offrir. Et maintenant, ma maison était dévastée, épuisée et abandonnée, comme une ruine. Je me suis effondrée sur le sol froid, le visage enfoui dans mes mains, essayant de me calmer et de trouver une explication logique à cette horreur qui se déroulait sous mes yeux. Combien de temps suis-je restée assise sur le sol, les bras autour de mes genoux, je l'ignore. Il régnait un tel silence dans la pièce que même le tic-tac de l'horloge murale me faisait tressaillir. Je devais appeler la police. C'était la première pensée qui a traversé mon esprit. Mais au moment même où j'allais sortir mon téléphone pour composer le numéro, j'ai entendu le clic d'une porte s'ouvrant dans l'appartement voisin. Je me suis appuyée sur mes mains pour me lever, j'ai remis mes cheveux en place, et je suis sortie sur le palier. Madame Martin, ma voisine âgée de l'appartement d'en face, revenait tout juste de jeter ses poubelles. En me voyant, l'air désemparé, debout devant la porte grande ouverte de mon appartement vide, elle s'est arrêtée, plissant les yeux pour regarder par-dessus mon épaule. S'approchant un peu plus, elle m'a dit d'une voix grave et étonnée. « Margot, tu rentres tout juste de ton voyage d'affaires? Pourquoi as-tu l'air si épuisée? Et que se passe-t-il avec ton appartement? Pourquoi est-il si vide? Ta belle-mère m'a dit que vous déplaciez les meubles pour faire le grand ménage. » J'étais stupéfaite, mes oreilles bourdonnaient. Je me suis précipitée vers elle, j'ai attrapé le bras de Madame Martin, et d'une voix hachée par la confusion, je lui ai demandé. « Qu'avez-vous dit? Ma belle-mère est venue et a emporté les meubles? Quand cela s'est-il passé? Pourquoi ne suis-je au courant de rien? » L'expression de Madame Martin est passée de la surprise à la compassion. Elle m'a entraînée dans un coin du couloir, à voix basse, m'a raconté ce qui s'était passé. Elle m'a expliqué qu'hier matin, alors que j'étais encore dans le sud, Béatrice, accompagnée de Julien, avait fait venir une équipe de déménageurs, 4 ou 5 jeunes hommes robustes. Ils avaient apporté du film plastique, des cartons, et avaient consciencieusement démonté les lits et les armoires, emballant soigneusement les tables et les chaises. En entendant le bruit, Madame Martin avait ouvert sa porte pour regarder, et elle avait vu Béatrice, debout au milieu du salon, les mains sur les hanches, en train de diriger les déménageurs vers le monte-charge. Lorsque Madame Martin lui avait demandé si la famille déménageait, Béatrice avait éclaté d'un rire sonore et fier, qui avait résonné à tout l'étage. Elle avait affirmé qu'il ne déménageait pas, mais qu'il retirait simplement les meubles superflus pour aménager l'appartement de Sébastien, le frère aîné de mon mari, en vue de son mariage. Devant les voisins, Béatrice s'était vantée que Sébastien allait bientôt se marier. La mariée était une vraie Parisienne, issue d'une famille aisée. Par conséquent, la famille du marié ne pouvait pas perdre la face. Elle avait déclaré que mes meubles étaient tous coûteux, des pièces importées, et que les laisser ici serait un énorme gaspillage. C'est pourquoi elle avait fait appel à un camion pour tout récupérer, afin d'installer tout cela dans le nouvel appartement de Sébastien. Elle voulait une décoration chic pour impressionner la belle famille. Chaque mot me transperçait, mon sang se glaçait dans mes veines. Madame Martin m'a tapoté la main avec compassion et pitié. Elle m'a demandé si mon mari et moi n'avions pas discuté de tout cela à l'avance. À ce moment-là, selon ses dires, Julien était lui aussi présent et aidait les déménageurs. Elle était persuadée que j'avais accepté de prêter mes meubles à mon beau-frère, et que c'était pour cette raison que j'avais laissé ma belle-mère tout emporter. Elle s'était même dit en elle-même, « Quelle belle fille généreuse ! Des meubles valant des milliers d'euros, et elle laisse sa belle-mère les prendre avec une telle facilité,
comme si de rien n'était. Chaque parole de Madame Martin était comme un poignard invisible, s'enfonçant directement dans mon cœur. J'ai essayé de forcer un sourire crispé. Après avoir remercié ma voisine, je me suis excusée et je suis retournée dans l'appartement, refermant la porte derrière moi. Le voile du mystère était levé, mais la vérité s'avérait être bien plus cruelle et amère que n'importe quel scénario que j'aurais pu imaginer. Il n'y avait aucun voleur ici. Les responsables de la destruction de mon nid étaient ceux-là même que j'appelais ma famille. Béatrice, cette belle-mère qui me reprochait constamment le moindre centime dépensé pour la nourriture, avait effrontément fait venir des déménageurs pour piller les biens personnels de sa belle-fille. Et le plus douloureux, c'était que Julien, mon propre mari, l'homme qui avait juré de me protéger pour le restant de mes jours, s'était révélé être celui qui avait ouvert la porte et aidé sa mère à voler ouvertement le fruit du travail de sa femme. Il avait été tellement lâche qu'il n'avait même pas osé m'appeler pour me demander mon avis. Il était resté là, à regarder sa mère s'approprier les biens de son épouse, tout cela pour sauver la face de son frère aîné, considérant cet acte comme un devoir moral tout à fait normal. Je faisais les 100 pas dans la pièce vide. Le bruit de mes pas résonnait tout autour de moi. J'ai enfin compris quelle était ma place au sein de cette famille Laurent. Aux yeux de Béatrice, je n'étais qu'une étrangère, une vache à lait que l'on pouvait exploiter à souhait. Aux yeux de Julien, je passerai toujours après sa mère. Ma patience, maintenue au nom du mot « famille », pendant 3 ans, il l'avait prise pour de la stupidité, pour une faiblesse qu'il pouvait piétiner en toute impunité. Mon cœur, d'abord rempli de douleur et de confusion, s'est progressivement empli d'un calme glacial. La dernière goutte de ma patience venait d'être impitoyablement ignorée. Je me suis approché de la fenêtre, observant le boulevard périphérique très fréquenté où, malgré l'heure tardive, les voitures filaient à toute allure. Le vent froid, s'infiltrant par les fentes de la fenêtre, m'a définitivement ramené à la réalité. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, j'ai rapidement cherché le numéro de Julien dans mes contacts et j'ai appelé. Les sonneries, longues et lentes, s'étiraient dans le silence de la nuit. Ce n'est qu'à la 3e sonnerie qu'il a daigné répondre. La voix de Julien était ensommeillée, mais on y décelait clairement de la retenue et de l'évitement. Il m'a demandé. « Es-tu déjà rentré ? Tu es fatigué par le voyage ? Pourquoi est-il si tard ? Je ne suis même pas venu t'accueillir ?» Je n'ai pas répondu à ces questions creuses. J'ai pris une grande inspiration, m'efforçant de rendre ma voix aussi calme et glaciale que possible, et j'ai demandé directement. « Où sont passés tous les meubles de l'appartement ? » Un silence de mort s'est installé à l'autre bout du fil. J'entendais sa respiration haletante et des bruissements. Alors qu'il se tournait dans son lit, il a commencé à balbutier, se justifiant en disant que sa mère avait remarqué que nous avions beaucoup d'affaires en trop, et qu'elle avait décidé de les déplacer temporairement. Il m'a conseillé, puisque j'étais fatigué par le long trajet, de prendre simplement une couverture dans le placard et de dormir par terre. Il m'a promis qu'il viendrait demain matin et que nous discuterions de tout cela. La lâcheté de Julien m'a donné la nausée. Il qualifiait l'enlèvement de mon canapé, de ma table à manger et de mon lit de « déménagement temporaire ». Il proposait à sa femme, qui venait de subvenir aux besoins de toute la famille et qui avait enduré un voyage épuisant, de dormir sur un sol froid, comme une sans-abri. J'ai résolument haussé le ton, ne lui laissant aucune chance d'esquiver. J'ai exigé que Julien me dise clairement où se trouvaient mes meubles, et qu'il lui avait donné l'autorisation de laisser des étrangers entrer chez moi pour s'emparer de mes biens en mon absence. Julien n'a même pas eu le temps de répondre qu'un bruit de lutte a retenti dans le téléphone, comme si quelqu'un lui arrachait l'appareil des mains. Immédiatement après, la voix stridente, forte et autoritaire de Béatrice a éclaté. Il n'y avait pas la moindre once de respect ou de remords dans son ton. Elle s'est jetée sur moi avec une arrogance incroyable. Elle criait haut et fort que j'étais une belle fille insolente, que j'appelais au milieu de la nuit pour faire un scandale, empêchant tout le monde de dormir. Elle a déclaré sans détour que c'était bien elle qui avait pris les meubles. Selon la logique de Béatrice, nous formions tous une seule et même famille, nous étions des proches. Son fils aîné avait urgemment besoin d'aménager son appartement pour l'arrivée de sa fiancée et de ses parents. Les meubles étaient déjà achetés, alors quelle importance de savoir qui s'en servait ? Elle les avait,
emprunté temporairement, pour une affaire familiale d'une importance capitale. Pourquoi étais-je si mesquine? Je comptais chaque objet, comme si nous étions de parfaits étrangers. En entendant ces mots arrogants sortir de la bouche de ma belle-mère, j'ai senti tous les nerfs de mon cerveau se tendre. Elle se servait de la morale familiale et du concept de lien du sang pour justifier le vol éhonté de biens personnels qui ne lui appartenaient pas. Elle estimait que l'appartement de sa belle-fille était aussi celui de son fils, et que mon argent était l'argent de sa famille. Le fait d'avoir pris mes affaires pour sauver l'honneur de son fils aîné était, selon elle, une action juste et raisonnable. Et moi, en tant que belle-fille, je n'avais qu'à me soumettre docilement et tout céder. Je me suis redressée, serrant fermement mon téléphone. J'ai articulé très distinctement à l'intention de Béatrice. Cet appartement, ainsi que tout ce qu'il contient, a été acheté avec mon propre argent, durement gagné, avant même mon mariage avec Julien. Ce sont mes biens propres, acquis avant le mariage, et ils n'ont absolument aucun lien avec la famille Laurent. J'ai insisté sur le fait qu'une intrusion non autorisée dans un domicile, suivie de l'enlèvement de biens de valeur sans le consentement du propriétaire, constituait une grave violation de la loi. En entendant cela, Béatrice a poussé un reniflement méprisant et un long soupir. Elle m'a lancé un défi, me disant que je n'avais qu'à aller porter plainte au tribunal, si j'étais si intelligente. Elle était convaincue que je ne faisais que proférer des menaces en l'air, car quelle belle-fille oserait traîner sa propre belle-mère en justice pour une simple histoire de meubles? Elle a affirmé avec fermeté que les affaires avaient déjà été transportées dans le nouvel appartement de Sébastien et installées à leur place. Personne n'allait perdre son temps à les ramener. Elle m'a intimé l'ordre de me comporter de manière décente et de ne pas ternir la réputation de la famille, juste avant le mariage de mon beau-frère. Sur ces mots, elle a raccroché, ne laissant derrière elle que de longs bips froids et indifférents. J'ai abaissé mon téléphone. Au milieu de cette pièce vide, je n'ai pas versé une seule larme. Les années de patience et de soumission, maintenues pour l'illusion d'une fausse paix, étaient définitivement terminées. Je venais de voir la véritable nature de ces personnes, avides, menteuses et sans cœur. Ma gentillesse et ma capacité de pardon avaient été offertes aux mauvaises personnes. Mais je n'étais pas une petite fille naïve que l'on pouvait intimider impunément. Cette guerre ne faisait que commencer. Les bips secs du téléphone dans ma main résonnaient dans le silence de mon appartement vide. La conversation avec Béatrice était terminée, mais ses mots arrogants et piquants résonnaient encore dans mes oreilles. Elle pensait que j'allais sangloter, sombrer dans le désespoir ou accourir vers elle, tête baissée, pour la supplier en pleurant de me rendre mes affaires, comme un enfant à qui l'on a pris son jouet. Elle était persuadée qu'avec mon caractère accommodant et mon désir de préserver la paix familiale, j'avalerais la couleuvre et accepterais la perte de biens valant des dizaines de milliers d'euros, tout cela pour acheter une fausse tranquillité. Mais elle se trompait sur toute la ligne. Entre ces quatre murs froids, en regardant le parquet strié de rayures laissées par le déplacement des meubles lourds, les coins de mes lèvres ont tremblé pour former un rictus. J'ai souri amèrement, mais en même temps, avec un immense soulagement. Ce sourire marquait le moment de mon réveil, après un long sommeil qui portait le nom de « sacrifice pour la belle famille ». J'ai compris que tous mes efforts pour créer un foyer chaleureux chez les Laurent avaient été vains. Ces gens ne m'avaient jamais considérée comme l'une des leurs, ils ne voyaient en moi qu'une mine d'or à exploiter, une idiote dont on pouvait se servir. Dès lors que le respect avait disparu, et que les limites morales et légales avaient été bafouées avec une telle arrogance sous le couvert des liens familiaux, ma patience n'avait plus aucune raison d'être. La fatigue accumulée après mon vol de nuit et un mois de travail ininterrompu s'est complètement volatilisée. À la place, une lucidité et une froideur extraordinaires ont pris le contrôle de mon esprit. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai tiré brusquement le rideau, laissant la lumière des lampadaires envahir la pièce. Je n'avais pas à pleurer pour des gens qui n'en valaient pas la peine. Ces biens, acquis par ma sueur et mes larmes, j'allais les récupérer de la manière la plus légale et la plus juste qui soit. J'ai calmement déverrouillé mon téléphone et j'ai cherché le numéro de permanence du commissariat central de mon arrondissement. J'avais enregistré ce numéro depuis mon emménagement ici, en cas d'urgence, mais je n'aurais jamais imaginé devoir l'utiliser pour dénoncer la propre famille de mon mari. Après 3 sonneries,
la voix calme et stricte de l'officier de permanence a retenti à l'autre bout du fil. Il s'est présenté et m'a demandé comment il pouvait m'aider à une heure si tardive. J'ai pris une profonde inspiration, d'une voix calme, claire et articulée, je lui ai répondu. J'ai décliné mon nom, mon numéro de carte d'identité et l'adresse exacte de mon appartement. J'ai signalé que, durant mon absence d'un mois, des individus s'étaient introduits illégalement chez moi et avaient dérobé tous mes biens de valeur. L'officier de police m'a demandé des précisions sur les biens volés et sur la présence éventuelle de traces d'effraction. J'ai clairement indiqué qu'il n'y avait aucune trace d'effraction, puisque seul mon mari et moi possédions les clés. Les biens disparus comprenaient un canapé en cuir importé, un téléviseur de 55 pouces, un meuble télé en chêne, une table à manger en noyer pour 6 personnes, ainsi que la totalité du mobilier de la chambre à coucher, y compris le lit, le matelas et une coiffeuse. J'ai souligné que la valeur totale du préjudice s'élevait à environ 30 000 €, et que j'étais en possession de toutes les factures et des documents d'achat, établis à mon nom, bien avant l'enregistrement de mon mariage. L'officier de permanence a tout noté méticuleusement. Son ton est devenu plus grave, car il s'agissait d'une affaire impliquant un préjudice financier important. Il m'a demandé si je soupçonnais quelqu'un. Debout au milieu du salon, regardant fixement le mur vide, j'ai déclaré avec fermeté que, selon le témoignage de ma voisine, la principale instigatrice ayant fait venir les déménageurs était ma belle-mère, Béatrice Laurent, avec la complicité de mon mari, Julien. J'ai également fourni l'adresse du domicile de ma belle-mère ainsi que celle de la nouvelle résidence de mon beau-frère, où, selon les propres mots de Béatrice, elle avait fait transférer mes affaires. J'ai affirmé que tout cela avait été fait sans mon consentement, et qu'il s'agissait d'un acte d'appropriation illégale de biens personnels. L'officier de police a enregistré ces informations et m'a demandé de préserver les lieux en l'état. Il m'a conseillé de ne rien ranger et de ne pas laver le sol, afin que les enquêteurs puissent procéder aux constatations le lendemain matin, et réquisitionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l'immeuble. Il m'a également informé qu'il enverrait une patrouille pour vérifier la situation et qu'il convoquerait toutes les personnes impliquées au commissariat pour recueillir leurs dépositions. J'ai remercié l'officier et j'ai mis fin à l'appel. Toute la procédure de dépôt de plainte s'était déroulée de manière claire et dans les règles de l'art. La loi prévoit toujours des dispositions précises concernant le droit de propriété. Aucune morale familiale n'autorise une belle-mère à s'introduire effrontément dans le domicile de sa belle-fille pour y vider tous les meubles au profit de quelqu'un d'autre. Du point de vue de la loi, cet acte constitue une violation de domicile doublée d'un vol. Par son arrogance et son manque de gêne, Béatrice avait piétiné mon amour-propre, et j'allais utiliser la force de la loi pour lui donner une bonne leçon de respect. Cette nuit, j'allais peut-être dormir sur un sol froid, mais demain, ces gens avides allaient connaître le véritable goût de l'angoisse. Après mon appel à la police, je suis resté debout, en silence, au milieu du vide de mon salon. La lumière crue du plafonnier éclairait chaque recoin, exposant la désolation de cet appartement que j'avais tant chéri autrefois. Je ne me suis pas pressé de chercher un endroit pour m'allonger. J'avais décidé de faire comprendre à ceux qui, en ce moment même, se réjouissaient de leur coup, que leurs actions arrogantes avaient officiellement franchi toutes les limites. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert l'appareil photo et j'ai sélectionné l'angle le plus large possible pour photographier le salon. La photo a immortalisé cette scène de désolation, là où se trouvait autrefois le luxueux canapé en cuir, il n'y avait plus qu'un mur blanc et froid. À la place du meuble télé, traînaient quelques morceaux de ruban adhésif gris laissés par les déménageurs, accompagnés de nombreuses et longues rayures sur le parquet coûteux. J'ai pris une autre photo en pointant l'objectif vers la cuisine, qui n'offrait plus qu'un vide sans âme. Les photos étaient d'un réalisme saisissant, et sans aucune retouche, elles témoignaient de l'audace absolue de ceux qui avaient pillé cette maison. Je suis retourné sur l'écran d'accueil, j'ai ouvert WhatsApp, et tout en haut de ma liste de discussions se trouvait un groupe intitulé « Famille chérie ». Quel nom ironique! Ce groupe avait été créé par Béatrice elle-même, le jour où j'étais entré dans leur famille. Presque chaque jour, ce chat était actif. C'était l'endroit où Béatrice envoyait régulièrement des citations et des leçons de morale sur les devoirs d'une bonne belle-fille, ou des articles trouvés sur Internet affirmant que les enfants devaient respecter et prendre soin des parents de leur mari.
C'était aussi là qu'elle se vantait des succès de Sébastien, son fils aîné, qu'elle chérissait plus que tout. Et bien sûr, c'était l'endroit où Béatrice me faisait des reproches indirects, lorsque je rentrais tard du travail et que je n'avais pas le temps de préparer le dîner pour toute la famille, ou quand je ne lui achetais pas les objets de luxe auxquels elle faisait allusion. Pendant 3 ans, j'avais toujours joué le rôle de l'observatrice silencieuse, me contentant de liker les messages ou de répondre docilement, oui, bien sûr, juste pour faire plaisir à ma belle-mère et aux membres de ma belle famille. Mais cette nuit, cette habitude allait prendre fin pour toujours. J'ai sélectionné les photos que je venais de prendre et je les ai envoyées dans le groupe « Famille chérie ». Les images sont apparues nettement, détruisant toutes les illusions de cette fausse harmonie familiale. Mes doigts ont glissé sur le clavier. J'ai tapé calmement chaque mot, sans en faire trop, sans rien omettre, sans la moindre once de pitié ou de colère. Le message était extrêmement bref. Mes affaires ont été volées. Je viens de porter plainte à la police pour violation de domicile et vol. Je vous demande à tous d'être vigilants. Après avoir tapé le dernier point, j'ai appuyé résolument sur le bouton d'envoi. Le message a été instantanément distribué dans le chat. Le son de la notification était faible, mais pour moi, il a résonné comme un coup de feu, déclenchant officiellement un séisme au sein de ma belle famille. Je suis resté debout, les bras croisés, fixant l'écran lumineux de mon téléphone. Moins de 10 secondes après l'envoi du message, de petites mentions ont commencé à apparaître sous les photos, vues. Julien a vu. Béatrice a vu. Sébastien a vu. La future belle-fille, Juliette, a vu aussi. Tout le groupe, d'ordinaire si animé par des félicitations et des images de fleurs souhaitant un « bonjour », a soudainement plongé dans un silence effrayant. Le silence était étouffant. De l'autre côté de l'écran, ils devaient certainement fixer la photo, incapables d'en croire leurs yeux. Ils étaient convaincus que moi, Margot, la belle-fille soumise et patiente, je me contenterais de serrer les dents et de pleurer en cachette, ou de faire une petite scène avant de me calmer. Jamais ils ne se seraient attendus à ce que ma toute première action, en rentrant chez moi, ne soit pas de les supplier par téléphone, mais de m'en remettre directement à la justice. 1 ou 2 minutes se sont écoulées, et enfin, le statut du chat a commencé à clignoter, Béatrice écrit, Julien écrit, Sébastien écrit. Tous semblaient chercher frénétiquement quoi répondre. Le groupe « Famille chérie » a littéralement explosé. Ils étaient paniqués. Ils étaient abasourdis. La photo du salon vide et mon message glacial avaient frappé directement le talon d'Achille de leur avidité et de cette fausse dignité que cette famille s'efforçait si soigneusement de dissimuler. Cette nuit, j'allais leur faire comprendre que lorsque les limites de la décence sont franchies, le prix à payer peut s'avérer très élevé. Immédiatement après l'envoi de mon message glacial et des photos, le téléphone entre mes mains s'est mis à trembler, comme pris de fièvre. Le groupe « Famille chérie », d'abord plongé dans le silence, a basculé dans un chaos total. Les messages pleuvaient les uns après les autres. Les notifications bourdonnaient à mes oreilles, déchirant le silence nocturne de mon appartement vide. Le premier à réagir fut Julien, mon mari, ce même homme qui, quelques instants plus tôt, fuyait lâchement la conversation. À présent, paniqué, il envoyait des dizaines de messages dans la discussion commune. Il ne parvenait plus à maintenir son masque d'indifférence et était passé aux reproches hystériques. Julien tapait si vite qu'il faisait des fautes de frappe. Ses mots débordaient d'égoïsme. Il hurlait à travers son clavier, me demandant si j'avais perdu l'esprit pour aller laver notre linge sale au commissariat. Il prétendait que je faisais un scandale démesuré pour quelques meubles. Qu'ainsi, je déshonorais la famille et que je voulais envoyer sa propre mère en prison. Il m'ordonnait d'appeler immédiatement le commissariat pour retirer ma plainte, de dire qu'il s'agissait d'un simple malentendu, et que la famille réglerait cela en privé, derrière des portes closes. J'ai regardé les messages de Julien, et les coins de mes lèvres se sont étirés en un sourire méprisant. Toujours cette même rengaine sur les portes closes. Lorsqu'il avait ouvert la porte de mon appartement avec sa mère, pour laisser des déménageurs emporter effrontément mes biens, gagnés à la sueur de mon front, il n'avait pas pensé une seule seconde à régler cela, derrière des portes closes. Mais face à la menace de la justice, il s'était soudainement souvenu de nos prétendus liens familiaux pour faire pression sur moi,
pour me forcer à me soumettre et à garder le silence. Dans le sillage des messages de Julien, Sébastien et Juliette, le couple sur le point de se marier, ont fait irruption dans la conversation. Sébastien a exprimé son irritation, me reprochant ma mesquinerie. Il a écrit que puisque les meubles avaient déjà été transportés chez lui, il me rembourserait plus tard, quand il en aurait le temps, et que l'affaire serait close. Pourquoi avoir monté tout ce cirque avec la police ? Juliette, la future belle-fille, qui se targuait toujours de ses origines parisiennes et de ses bonnes manières, a laissé tomber son masque d'élégance. Elle a commencé à envoyer des messages où les supplications se mêlaient aux menaces. Elle disait que le mariage était pour ce week-end, que les invitations avaient déjà été envoyées aux invités et aux proches des deux familles. Si la police débarquait pour mener une enquête, comment pourrait-elle sauver la face ? Elle m'implorait de penser à l'essentiel, de ne pas être égoïste et de ne pas gâcher le plus beau jour de sa vie. Leurs mots ne faisaient qu'accroître mon dégoût face à l'hypocrisie de cette famille. Ils avaient volé mes biens pour se forger une façade brillante. Et maintenant, ils m'accusaient d'égoïsme et de détruire le bonheur des autres, parce que je refusais de me laisser manipuler. J'ai composé calmement un seul et unique message, et je l'ai envoyé dans le groupe. J'ai déclaré clairement qu'il n'existait aucune loi autorisant une belle-mère et un beau-frère à voler les biens d'une belle-fille pour décorer leur nouvel appartement. J'ai annoncé que je possédais tous les documents légaux attestant de la propriété de mes biens, et que le montant du préjudice était largement suffisant pour justifier l'ouverture d'une enquête pénale. Je les ai informés que le lendemain matin, les enquêteurs viendraient saisir les enregistrements des caméras de vidéosurveillance et convoqueraient toutes les personnes impliquées. Je leur ai conseillé, au lieu d'essayer de me faire la morale par message, de se préparer et de chercher des arguments valables pour leur futur entretien avec les forces de l'ordre. Après avoir envoyé ce message, j'ai délibérément passé mon téléphone en mode silencieux, bloquant tous les appels entrants de ma belle famille. Bien que l'écran n'ait cessé de s'allumer pour m'avertir des appels en absence, des centaines de messages de Julien et de Sébastien, et même des messages vocaux remplis de cris et de malédictions de la part de Béatrice, je n'ai ni lu ni écouté quoi que ce soit. Je suis allée dans ma chambre, j'ai pris une épaisse doudoune dans mon placard que les déménageurs avaient laissée car elle n'avait aucune valeur à leurs yeux et je l'ai étalée sur le parquet froid. J'ai rapproché ma valise, j'ai roulé quelques vêtements doux pour en faire un polochon, et je m'en suis servi comme oreiller. Cette nuit-là, j'ai dormi à même le sol, dans ma propre maison. Le froid du sol me transperçait jusqu'aux os, mais dans mon âme, je ressentais la douce chaleur de la libération. Le téléphone, qui clignotait silencieusement sur la table en verre du salon, était le témoignage le plus éclatant de la panique et de la terreur qui s'était emparée de cette famille avide. Il s'apprêtait à passer une nuit blanche, rongée par la peur et l'anxiété. Quant à moi, j'ai fermé les yeux et j'ai sombré dans un sommeil profond après un mois long et épuisant, rassemblant mes forces pour le nettoyage radical qui allait débuter le lendemain matin. Il était grand temps d'arracher ce mariage toxique à la racine. La lumière du matin filtrait à travers les vitres, projetant de pâles taches de soleil sur le parquet froid. Je me suis réveillée au son des voitures en provenance du périphérique. J'avais passé toute la nuit recroquevillée sur une fine veste, et tout mon corps me faisait souffrir. Chacune de mes articulations était douloureuse, comme si des milliers d'aiguilles s'y enfonçaient. Mais contrairement à mon épuisement physique, mon esprit était plus clair et affûté que jamais. Le cauchemar de la « famille heureuse » s'était totalement dissipé, ne laissant devant moi que la stricte réalité à laquelle je devais faire face. Je me suis assise en m'appuyant sur les mains, j'ai soigneusement plié ma veste et je suis allée dans la salle de bain pour me laver le visage. L'eau glacée sur ma peau m'a aidé à me débarrasser des derniers vestiges de fatigue. À peine m'étais-je essuyé le visage qu'on a frappé à la porte, avec insistance et force. Les coups étaient si violents et rapides que j'ai reconnu, derrière la porte en bois, la voix rauque de Julien. Je me suis approchée calmement et j'ai ouvert. Julien se tenait là, l'air plus épuisé et pitoyable que je ne l'avais jamais vu. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en bataille, et les vaisseaux éclatés dans ses yeux témoignaient d'une nuit sans sommeil. En me voyant, il n'est pas entré tout de suite, il a d'abord balayé du regard le salon vide, puis a observé mon apparence fatiguée. Mais au lieu de me demander avec compassion si j'avais eu froid pendant la nuit ou si j'étais fatiguée par mon voyage, la première chose qui a franchi ses lèvres fut un ordre égoïste.
Julien a fait irruption dans l'appartement, a claqué la porte, et d'un ton mêlant supplication et reproche, m'a ordonné de m'habiller immédiatement pour aller retirer ma plainte au commissariat. Il m'a dit que sa mère n'avait pas fermé l'œil de la nuit, que sa tension avait grimpé en flèche et qu'elle avait dû prendre des médicaments sans arrêt. Il m'a reproché ma cruauté, affirmant que pour quelques meubles sans âme, j'étais prête à traîner sa propre mère devant les tribunaux et à déshonorer toute la famille Laurent aux yeux du voisinage. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, m'adossant au mur froid, et j'ai lancé à Julien un regard aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Je lui ai demandé en retour s'il avait pensé au déshonneur lorsqu'il avait ouvert la porte au déménageur pour qu'il vide les affaires de sa femme, ou lorsque sa mère se vantait bruyamment devant les voisins de prendre les biens de sa belle-fille pour son fils aîné. Avait-elle pensé une seule seconde à ma dignité? Julien a semblé décontenancé. Ses mains se sont crispées, et il n'arrêtait pas de les frotter. Il a entamé sa sempiternelle rengaine de fils à maman sans volonté. Il s'est approché pour me prendre la main, mais j'ai reculé d'un pas, fuyant ce contact hypocrite. Julien s'est hâté de trouver des excuses. Sa voix était geignarde et implorante. Il disait que sa mère était âgée, que ses idées étaient parfois démodées, mais qu'elle n'avait fait cela que pour le bien de la famille, pour préserver leur honneur devant la belle famille de son frère. Il a répété que Sébastien se mariait bientôt, et que la famille de la mariée était composée de gens aisés du centre de Paris. Si la famille du marié ne parvenait pas à offrir un appartement décent, il serait méprisé. Il a tenté de me convaincre qu'en tant que belle-fille, et étant la plus jeune de la famille, je devais faire preuve d'un peu de patience. En quoi était-ce si grave? Il m'a promis qu'il essaierait de trouver un travail supplémentaire plus tard pour m'acheter de nouveaux meubles. En entendant ces excuses pourries sortir de la bouche de l'homme que j'appelais autrefois mon mari, j'ai senti la nausée me monter à la gorge. La lâcheté de Julien coulait dans ses veines. Il était prêt à sacrifier le travail, l'argent et la dignité de sa femme pour l'honneur illusoire de sa mère et de son frère. À ses yeux, ma douleur ne pesait rien face aux compliments de sa belle famille. La sueur que j'avais versée ne valait pas le sourire suffisant de sa mère. J'ai pris une profonde inspiration, martelant chaque mot, je lui ai craché ma vérité en plein visage. J'ai déclaré fermement que mes affaires n'étaient pas des cadeaux que la famille Laurent pouvait distribuer à sa guise pour s'acheter une réputation. J'ai souligné que j'avais toléré sa mère pendant 3 ans par respect pour notre mariage. Mais cette patience ne signifiait en aucun cas que j'allais laisser quiconque piétiner le fruit de mon travail. J'ai pointé la fenêtre du doigt et j'ai dit à Julien que s'il avait vraiment pitié de sa mère et de son frère, il ferait mieux de préparer son argent et d'engager un avocat pour les défendre, au lieu de rester planté là à essayer de me manipuler avec sa fausse morale. Julien est resté pétrifié, me regardant comme si j'étais une parfaite inconnue. Il ne m'avait sans doute jamais vu aussi dur et déterminé. Il a voulu ajouter quelque chose, mais dans la poche de son pantalon, son téléphone a sonné. C'était un appel d'une institution officielle. Julien a porté le téléphone à son oreille. Son visage a pâli instantanément, ses lèvres se sont mises à trembler. Il n'arrivait pas à prononcer un traître mot. Un officier de police le convoquait officiellement, lui et Béatrice, au commissariat, pour témoigner suite à ma plainte pénale. J'ai observé le visage terrifié de Julien et j'ai eu un sourire carnassier. Je me suis approchée, j'ai ouvert la porte en grand, et je l'ai froidement invité à sortir, lui précisant que nous nous reverrions au commissariat. La porte s'est refermée, laissant la lâcheté de Julien sur le palier, et m'offrant un espace pur pour me préparer à mon ultime bataille. À 9h tapantes, je suis entrée dans les locaux du commissariat central. L'atmosphère stricte et disciplinée de cette institution d'État avait de quoi faire trembler ceux qui n'étaient habitués qu'à la tyrannie domestique. L'officier de permanence m'a accompagné jusqu'à une salle d'audition au rez-de-chaussée. À peine avais-je franchi le seuil que j'ai entendu des pleurs et des lamentations, avec ce timbre de voix si familier à Béatrice, qui résonnait dans tout le couloir. À l'intérieur de la pièce, tout était exactement comme je l'avais imaginé. Il ne restait plus aucune trace de l'arrogance et de la supériorité qui imprégnaient sa voix au téléphone la veille. Béatrice était maintenant assise, recroquevillée, sur un long banc de bois. Ses cheveux étaient ébouriffés, et son visage était plissé par la peur. Julien et Sébastien étaient assis de part et d'autre de leur mère.
Leurs visages étaient livides. Ils regardaient le sol, n'osant pas lever les yeux. En me voyant, Béatrice, comme si elle s'agrippait à une bouée de sauvetage, a bondi sur ses pieds et s'est précipitée vers moi. Mais l'officier en uniforme, assis derrière son bureau, lui a immédiatement et bruyamment ordonné de respecter le calme et de retourner s'asseoir. Ce rappel à l'ordre a stoppé Béatrice net. Ses jambes se sont mises à trembler, et elle est retournée s'asseoir lentement sur le banc. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de parler. Elle a commencé à jouer la comédie, cachant son visage dans ses mains et pleurnichant. Elle pleurait et se lamentait, s'adressant à l'officier, disant que le malheur s'était abattu sur sa maison le jour où ils y avaient accueilli une belle fille aussi ingrate. Elle pleurait qu'à cause de quelques tables et chaises cassées, sa belle-fille était prête à envoyer impitoyablement sa vieille belle-mère devant les tribunaux, détruisant ainsi les liens fraternels. Elle s'entêtait à répéter qu'elle n'avait rien volé, qu'elle avait simplement emprunté temporairement ses affaires à ses enfants pour une grande occasion familiale, et qu'elle aurait tout rendu une fois l'événement passé. L'officier en charge de l'affaire était un homme d'une 50aine d'années, au visage autoritaire et à la voix très imposante. Il a frappé sèchement son stylo contre la table en verre, et ce bruit sec a interrompu les lamentations de Béatrice. D'une voix stricte, l'officier a exigé que Béatrice cesse immédiatement de faire une scène et de perturber l'ordre au sein du commissariat. De manière claire et précise, il a expliqué les dispositions de la loi à ses gens bornés. Il a indiqué que, selon la plainte et les premières preuves recueillies incluant des photographies, des factures d'achat, les témoignages de voisins et les enregistrements des caméras de vidéosurveillance, tous les biens emportés étaient ma propriété légale et exclusive, achetés à mon nom avant mon mariage avec Julien. Par conséquent, il s'agissait de biens propres, et non de biens communs au couple. Les actions de Béatrice, qui avait engagé des personnes pour démonter et emporter ces biens en l'absence de la propriétaire et sans son consentement, réunissaient tous les éléments constitutifs des délits de violation de domicile et de vol. La valeur totale des biens, selon la déclaration, s'élevait à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui dépassait largement le seuil requis pour l'ouverture d'une enquête pénale sérieuse. En entendant le mot « pénal », Sébastien, le beau-frère qui était resté silencieux jusqu'alors, a paniqué. En bégayant, il a commencé à expliquer à l'officier qu'il allait bientôt se marier et que la famille de sa fiancée tenait énormément à sa réputation. Si cette affaire venait à se savoir, son mariage serait purement et simplement annulé. Il s'est tourné vers moi, d'un regard suppliant, m'a demandé d'avoir pitié et de retirer ma plainte, promettant d'emprunter de l'argent et de me rembourser n'importe quelle somme. L'officier a regardé Sébastien droit dans les yeux et lui a répondu fermement qu'un mariage était une affaire strictement privée, et que cela ne pouvait en aucun cas justifier une infraction à la loi. Le code pénal ne prévoit aucune exception pour ceux qui volent les affaires de leur belle-sœur pour meubler l'appartement de leur frère. Une plainte ayant été déposée, les autorités étaient dans l'obligation d'agir conformément à la procédure, à moins que les parties ne parviennent à un accord à l'amiable. La déclaration ferme de l'officier a agi comme une douche froide, anéantissant les dernières illusions de la famille Laurent. Béatrice a mis fin à ses faux sanglots. Elle a enfin compris qu'elle ne se trouvait pas dans son salon, où elle pouvait user de ses larmes et de son autorité de belle-mère pour dicter sa loi. Ici, il n'y avait que la raison et la justice. Son visage a pâli, ses mains nerveuses se sont agrippées au tissu de sa robe. Ses yeux effrayés se sont posés sur moi. La peur avait totalement pris le dessus sur cette femme cupide. Ses fils, quant à eux, ne pouvaient que trembler en silence. Face à la loi, leur prétendue autorité, dont ils s'étaient toujours servis pour me rabaisser, venait de voler en éclats. Dans le bureau, le silence était tel que j'entendais le bruit régulier du ventilateur au plafond. L'officier, après avoir analysé la gravité de la situation, s'est tourné vers moi. Il s'est adressé à moi d'un ton plus adouci, me demandant quelles étaient mes intentions. Il m'a expliqué que, le conflit ayant eu lieu au sein de la famille, la police privilégiait toujours un règlement à l'amiable afin de préserver les relations. Cependant, la décision finale m'appartenait, en tant que partie lésée. Si je persistais à vouloir engager des poursuites, l'enquête suivrait son cours conformément à la loi. Les regards de la mère et des deux fils se sont simultanément braqués sur moi.
La supplication et la terreur se lisaient clairement sur leurs visages, mais à cet instant, mon cœur était de glace. Il n'y avait plus aucune place pour la douceur ou la pitié. J'ai ouvert mon sac, j'en ai sorti calmement une liasse de documents que j'avais préparés dès le matin. Je me suis redressée. Mon regard était inébranlable. J'ai regardé Béatrice et Julien droit dans les yeux, et j'ai déclaré distinctement. J'accepte de retirer ma plainte et de ne pas demander de poursuite pénale, mais à une seule condition, la famille Laurent doit remplir l'intégralité de mes 3 exigences. Sans la moindre exception. Si une seule de ces exigences n'est pas respectée, j'exigerai immédiatement que l'enquête aille jusqu'à son terme. Premièrement, j'exige que ce matin même, Béatrice et Sébastien engagent à nouveau le même camion qu'hier, et qu'ils ramènent tous les meubles volés à leur place exacte dans mon appartement. Tous les frais de transport et de montage seront à la charge exclusive de la famille Laurent. Lors du transport, les meubles devront rester intacts. S'il y a la moindre égratignure ou le moindre dommage, je ferai appel à un expert pour évaluer les dégâts, et la famille Laurent devra m'indemniser immédiatement en espèces, au centime près. À l'énoncé de cette première condition, Sébastien a serré les dents, mais n'a pas osé protester. Rendre les meubles signifiait que son nouvel appartement resterait vide juste avant son mariage. Mais face à la perspective de finir en prison, il n'avait pas d'autre choix. Deuxièmement, j'exige que Béatrice rédige, depuis son compte personnel, un message public sur le groupe WhatsApp Famille Chérie. Dans ce message, elle devra reconnaître que son intrusion non autorisée chez moi et l'enlèvement des meubles pour son fils aîné étaient des actes répréhensibles, et elle devra me présenter des excuses officielles, devant tous les membres de la famille. Cette condition frappait Béatrice là où ça faisait le plus mal, sa fierté. Son visage est devenu cramoisi d'indignation. Elle a ouvert la bouche pour protester, pour dire qu'obliger une belle-mère à s'excuser devant sa belle-fille au vu et au su de toute la famille était contre nature, que c'était une humiliation suprême pour elle. Mais lorsqu'elle a croisé mon regard de glace et qu'elle a vu le dossier entre les mains de l'officier, elle a pincé les lèvres, ravalé son amertume, et a hoché doucement la tête en signe d'acceptation. Sa fausse fierté était définitivement brisée. Troisièmement, ai-je dit en glissant vers Julien une convention de divorce par consentement mutuel, préalablement remplie. J'ai plongé mon regard dans les yeux de cet homme lâche, et, détachant chaque syllabe, j'ai annoncé: j'exige que tu signes immédiatement cette demande de divorce, ici même. Aujourd'hui, j'irai la déposer moi-même au tribunal. Julien est resté médusé. Ses yeux se sont écarquillés. Il fixait la feuille de papier noir sur blanc posée devant lui. Sa main tremblait lorsqu'il a effleuré le bord de la page. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux rougis se sont remplis de larmes. La voix brisée, il m'a demandé: es-tu vraiment cruel à ce point? Pour quelques tables et quelques chaises, tu es prête à jeter à la poubelle 3 ans de mariage, à détruire le foyer que nous avons mis tant de temps à construire? J'ai eu un sourire ironique, riant amèrement de ma propre jeunesse perdue. Je lui ai expliqué clairement que je ne divorçais pas pour des tables et des chaises. Je divorçais parce que le minimum de respect qui devait exister dans ce mariage était mort. Je divorçais parce qu'il n'avait pas eu le courage d'être un mari capable de protéger sa femme de la tyrannie de sa propre famille. Il avait choisi sa mère et son frère, il avait choisi le confort de la lâcheté, et il n'avait désormais plus le droit de me retenir. Sous le regard des représentants de la loi, acculé par une situation sans issue, Julien a saisi un stylo d'une main tremblante, d'une écriture maladroite et saccadée, a apposé sa signature, mettant officiellement un point final à mes années de soumission et d'humiliation. J'ai repris la convention de divorce, je l'ai soigneusement pliée et rangée dans mon sac. Les 3 conditions avaient été acceptées. Les coupables allaient payer. La victime avait trouvé la voie de sa libération. La bataille juridique était peut-être temporairement suspendue, mais le véritable règlement de compte pour la famille Laurent, tant sur le plan matériel que moral, ne faisait que commencer. À 11 heures précises, le bruit du moteur d'un poids lourd a retenti depuis le parking devant l'immeuble. Debout au 15e étage, regardant par la fenêtre, j'ai facilement reconnu le camion bleu qui s'approchait lentement du monte-charge. C'était ce même camion que Béatrice avait engagé la veille pour vider intégralement le fruit de mon travail. Sauf qu'aujourd'hui, il avait la mission inverse,
remettre chaque chose à sa place, sous la pression de la loi. Je me suis tranquillement préparé un thé, je m'en suis versé une tasse bien chaude, et j'ai pris une chaise en plastique bon marché, que j'avais empruntée au gardien, pour m'asseoir au beau milieu du salon. Environ 15 minutes plus tard, on a timidement sonné à la porte. J'ai ouvert. Derrière la porte se tenait une équipe de déménageurs, en sueur et le souffle court. Derrière eux, dans un coin, se tenaient Sébastien et Juliette, les futurs mariés. Leur visage trahissait l'inquiétude, la tension et une irritation mal dissimulée. Ils n'avaient plus du tout l'air aussi arrogants et donneurs de leçons que dans leur message de la veille. Sébastien, bégayant, s'est adressé à moi. « Margot », a-t-il annoncé, « les affaires sont là. » Il m'a demandé l'autorisation de les faire entrer dans l'appartement. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de faire un léger signe de tête et de m'écarter pour laisser passer les déménageurs. Ils ont commencé à entrer les affaires. D'abord le matelas, puis les lattes du lit, et enfin le meuble télé en chaîne. L'atmosphère dans l'appartement était lourde de silence. Les déménageurs semblaient eux aussi ressentir la tension palpable entre la propriétaire et ses accompagnateurs, alors ils travaillaient avec une précaution extrême. Personne n'osait parler fort comme c'est souvent le cas d'habitude. Juliette, la future belle-fille, qui se vantait tant de son éducation, se contentait maintenant de se frotter nerveusement les mains. Ses yeux effrayés allaient de moi aux objets qu'on posait sur le sol. Elle avait peur. Peur que je change d'avis, que j'appelle la police pour dire que je refusais la conciliation, peur que son grand mariage de ce week-end ne se transforme en vaste blague. Pendant que les ouvriers montaient le lit dans la chambre, mon téléphone a vibré, je venais de recevoir un message. J'ai allumé l'écran et ouvert WhatsApp. Dans le groupe « Famille chérie », un nouveau message de Béatrice venait d'apparaître. J'ai appuyé pour lire ce long texte, dépourvu de ponctuation claire et truffé de fautes, ce qui prouvait que son auteur l'avait rédigé dans un état de panique et d'irritation extrême. Le message indiquait clairement que Béatrice reconnaissait avoir fait venir des gens de son propre chef pour ouvrir la porte, sortir les meubles de sa belle-fille et les transporter dans l'appartement de son fils aîné, sans aucun consentement, et que cela était mal. Béatrice me présentait officiellement ses excuses devant tous les membres de la famille, et me suppliait de lui pardonner cette fois-ci, pour préserver la paix familiale. En lisant ce message, j'ai imaginé Béatrice, serrant les dents, ravalant sa fierté et tapant chaque mot avec difficulté. Pour une femme qui avait toujours placé son orgueil au-dessus de tout, qui se prenait pour la reine de la famille et traitait sa belle-fille comme une domestique, admettre publiquement son erreur et s'excuser dans un groupe réunissant toute la famille constituait la pire des humiliations. Dès que le message a été envoyé, un silence de mort s'est abattu sur le groupe. Les membres de la famille, qui d'ordinaire approuvaient toujours Béatrice et me critiquaient, n'osaient plus envoyer le moindre émoji ni laisser le moindre commentaire. Ils avaient parfaitement compris la gravité de la situation, pour qu'une femme aussi arrogante que Béatrice s'abaisse à de telles excuses. J'ai levé les yeux vers Sébastien et Juliette, qui observaient le travail des déménageurs. Je leur ai montré l'écran de mon téléphone et, d'une voix froide et égale, je les ai informés que leur mère avait rempli la deuxième condition. Il ne restait plus qu'à attendre que les déménageurs terminent le montage pour que je procède à l'inspection. Si tout était intact, je tiendrais ma promesse et j'appellerais la police pour retirer ma plainte. En entendant cela, Sébastien a poussé un soupir de soulagement, essuyant la sueur de son front avec sa manche. Il s'est empressé d'aller voir les ouvriers, leur demandant bruyamment de travailler avec plus de précaution. Juliette s'activait elle aussi, les aidant à retirer les films d'emballage. Ils se réjouissaient, pensant que tous les problèmes étaient derrière eux, et qu'en payant quelques centaines d'euros pour un camion, ils pourraient facilement étouffer le délit commis par leur famille. Mais ils se trompaient. Le prix à payer pour les gens cupides n'est jamais aussi dérisoire. Le montage et l'installation des meubles se sont terminés à 14 heures. Mon appartement avait retrouvé son aspect d'antan, il n'était plus aussi vide et glacial que la nuit précédente. Les déménageurs ont reçu leur paiement de la part de Sébastien et sont partis rapidement. Dans le salon, il ne restait plus que moi et les futurs mariés de la famille Laurent. Sébastien s'est frotté les mains,
tentant de forcer un sourire crispé, et a dit avec désinvolture que les meubles étaient en place, que sa mère s'était excusée, et qu'on pouvait considérer que tout était réglé à l'amiable. À partir de ce jour, la joie et l'harmonie régneraient à nouveau dans la famille. Juliette, debout à ses côtés, s'est empressée d'acquiescer, me conseillant de me reposer et de reprendre des forces, le passé devait être oublié et non ressassé. Je n'ai pas rendu leur sourire face à une telle hypocrisie. J'ai demandé à Sébastien et Juliette de rester, et d'inspecter chaque meuble en détail avec moi. Le sourire sur le visage de Sébastien a immédiatement disparu, remplacé par une tension extrême. Il savait parfaitement quelles avaient été les conséquences du transport négligent de la veille. Je me suis dirigée directement vers le canapé en cuir véritable. D'un geste sec, j'ai arraché le fin tissu que les déménageurs avaient délibérément placé pour dissimuler les dégâts. Une entaille de près de 10 cm, en plein milieu de l'assise, m'a sauté aux yeux. La mousse blanche dépassait à l'extérieur. La coupure avait été faite par un objet tranchant pendant le passage des portes de l'ascenseur. Je suis allée dans la cuisine. La table brillante en noyer massif présentait maintenant 2 profondes rayures sur toute la longueur de son plateau. Quant au meuble télé dans le salon, l'un de ses coins était fortement cabossé. La charnière de l'un des tiroirs était cassée, et il pendait vers le sol. Je me suis retournée, les bras croisés sur la poitrine, et mon regard aiguisé comme une lame s'est planté dans le couple, figé au milieu de la pièce. Je leur ai demandé calmement comment ils comptaient expliquer ces dommages. Sébastien a commencé à bégayer, se justifiant en disant que lors d'un déménagement, les rayures étaient chose courante. Nous sommes de la même famille, pourquoi compter le moindre détail? Juliette a elle aussi fait la grimace, affirmant que je pouvais très bien acheter un patch pour recoller la déchirure, et mettre une nappe sur la table, et on n'y verrait que du feu. Cela n'affectait en rien leur utilité. J'ai éclaté de rire. La ruse et la sournoiserie de la famille Laurent étaient de toute évidence héréditaires. Quand ils avaient volé les affaires d'autrui pour leur mariage, ils n'avaient sélectionné que le meilleur, sans la moindre égratignure. Mais quand ils avaient dû les rendre, et qu'ils avaient endommagé ses biens, ils se cachaient de nouveau derrière la « famille » pour échapper à leurs responsabilités. Je n'ai pas cherché à discuter. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le directeur du magasin de meubles où j'avais commandé tout cet équipement. J'ai mis le haut-parleur, j'ai décrit en détail l'entaille sur le cuir véritable, les rayures profondes sur le plateau en noyer massif, et je lui ai demandé de me faire une estimation préliminaire des coûts de restauration. À l'autre bout du fil, le spécialiste a clairement déclaré qu'un cuir véritable déchiré ne pouvait pas être recousu. Il fallait retirer tout le revêtement et retapisser l'assise entière avec le même matériau importé. Les rayures sur le plateau en noyer nécessitaient un ponçage en atelier, un polissage et l'application de plusieurs couches de vernis pour retrouver la couleur d'origine. Le coût total des réparations, du remplacement des matériaux et de la main-d'œuvre a été estimé à près de 2 000 €. En entendant la somme de 2 000 €, Juliette a sursauté et s'est mise à se lamenter. Le chagrin lié à cette dépense a fait monter les larmes à ses yeux, et elle s'est mise à crier que j'essayais délibérément de leur extorquer de l'argent, que leur mariage approchait, qu'ils avaient tant de choses à acheter, et que j'étais cruelle d'exiger une somme aussi importante. J'ai froidement raccroché, j'ai regardé Juliette droit dans les yeux, et j'ai déclaré fermement qu'il s'agissait du coût du dédommagement causé par leur propre avidité. Je ne demandais pas un centime de plus. Je leur ai laissé 2 options. La première était de me faire un virement immédiat de 2 000 € sur mon compte via leur application bancaire, ici même. La seconde était de partir, j'appellerais alors la police pour signaler que les biens avaient été restitués dans un état inacceptable, que les coupables refusaient d'indemniser les dégâts, et j'exigerais la réouverture du dossier pour vol. Sébastien et Juliette sont restés pétrifiés. Ils me haïssaient du plus profond de leur âme, mais ils ne pouvaient rien y faire. Les faits étaient là. Les preuves étaient évidentes. La loi était de mon côté. Ils étaient tombés dans leur propre piège à cause de leur petite mesquinerie. Pleine de rancœur, Juliette a sorti son téléphone et, appuyant violemment sur l'écran, a procédé au virement. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a émis un signal sonore confirmant la réception des fonds. J'ai minutieusement vérifié le montant,
puis je les ai invités avec indifférence à quitter les lieux, sans oublier de leur préciser de ne plus jamais s'approcher de cet appartement. La porte s'est refermée, laissant ces deux hypocrites à l'extérieur, et rompant définitivement tout lien matériel avec cette famille toxique. Le temps s'est écoulé paisiblement après cette journée mouvementée. Comme convenu, j'ai retiré toutes mes plaintes auprès de la police, une fois que la famille Laurent a entièrement réparé les dommages et restitué les biens. Cependant, la faille dans mon mariage avec Julien ne pouvait plus être réparée par quoi que ce soit. J'ai déposé la demande de divorce par consentement mutuel, signée par les deux parties, au tribunal de proximité le jour même. Étant donné que nous n'avions pas d'enfants communs, et que le bien le plus important, l'appartement, m'appartenait avant le mariage, toutes les procédures se sont déroulées très rapidement, sans aucune dispute compliquée. Exactement un mois plus tard, j'ai reçu une convocation du tribunal pour récupérer le jugement de divorce. Ce jour-là, le ciel de Paris était dégagé. Une légère brise automnale jouait avec les feuilles. J'avais choisi une élégante robe beige, un maquillage léger, j'ai pris mon sac et je suis sortie de chez moi dans un calme absolu. Dans le bureau du juge, j'ai de nouveau rencontré Julien. Il avait maigri, son teint était grisâtre, et il avait des cernes sombres sous les yeux. Contrairement à mon apparence fraîche, il ressemblait à un homme qui venait tout juste de surmonter une grave maladie. Le juge, un homme d'âge mûr à la voix grave et chaleureuse, a procédé aux dernières formalités. Il nous a demandé une dernière fois si nous ne souhaitions pas changer d'avis et sauver notre couple. J'ai secoué la tête avec détermination et j'ai répondu d'une voix ferme, non. Julien a baissé la tête, ses mains se sont agrippées au bord du bureau, et finalement, il a murmuré doucement, non. Le juge a posé le sceau rouge sur le jugement et en a remis un exemplaire à chacun. Au moment où j'ai pris cette fine feuille de papier, j'ai senti qu'un poids d'une tonne, que je portais sur mes épaules depuis 3 ans, tombait enfin. La tumeur maligne appelée « soumission » avait été entièrement retirée. J'étais officiellement redevenue une femme libre, maîtresse de ma propre vie. J'ai soigneusement rangé le jugement dans mon sac, j'ai dit au revoir au juge, et je suis sortie calmement de la salle. Alors que je descendais les marches du tribunal, Julien m'a rattrapée et m'a interpellée. Je me suis arrêtée et j'ai regardé l'homme qui avait été mon mari. Julien se tenait face à moi. Dans ses yeux se lisait de la rancœur et de l'obstination. Il n'avait toujours pas pris conscience de sa faute, et restait obstinément attaché à ses opinions infantiles et conservatrices. Avec amertume et sur un ton menaçant, il m'a dit que je regretterais d'avoir été si cruel en le quittant. Il s'est frappé la poitrine avec fierté, affirmant « Où ailleurs dans ce monde trouveras-tu un homme aussi docile, qui ne joue pas, qui ne boit pas, et qui, après le travail, donne tout son argent à sa mère ?» Il m'a maudite, disant qu'une femme divorcée avec un caractère aussi dur, incapable de supporter sa belle-mère, ne voudrait plus de personne, et que je finirais vieille fille. En écoutant ces paroles empoisonnées, je n'ai ressenti pas la moindre colère, cela m'a juste fait rire. La grenouille au fond du puits croit toujours que le ciel a la taille du couvercle. Julien ne comprendrait jamais que sa docilité inutile avait été l'arme la plus acérée, cautionnant le mal au sein de sa famille. Il était fier de ramener de l'argent à sa mère, mais oubliait sa responsabilité de protéger la femme qui partageait son lit. Je n'ai pas cherché à débattre, ni à me justifier. J'ai simplement regardé Julien droit dans les yeux, je lui ai offert mon sourire le plus radieux et le plus paisible, et je lui ai dit doucement, mais distinctement, de continuer à vivre avec sa morale familiale égoïste aux côtés de sa mère. Quant à moi, j'étais bien trop occupée à chercher mon propre bonheur. Après avoir prononcé ces mots, je me suis retournée et je suis partie. Je n'ai plus jamais posé les yeux sur sa silhouette pitoyable. Mes pas étaient légers sur le trottoir jonché de feuilles jaunes. L'air automnal de Paris n'avait jamais été aussi pur et agréable. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une énergie nouvelle remplir ma poitrine. La tempête était derrière moi. Devant moi s'étendait un ciel immense et dégagé, inondé d'une lumière éclatante. Les jours sombres de la patience étaient définitivement terminés. Après mon divorce, c'était comme si ma vie recommençait sur une page blanche. Elle est devenue calme, d'une tranquillité étonnante.
Le week-end, je n'avais plus besoin de me lever en sursaut à 5 heures du matin pour courir au marché faire les courses et préparer le petit déjeuner pour la belle famille. Je me permettais de dormir jusqu'à 8 heures, de boire un café fraîchement moulu, d'écouter de la musique instrumentale et d'admirer la ville depuis mon balcon. L'appartement semblait beaucoup plus spacieux sans la présence de ces ombres toxiques. Un dimanche matin paisible, alors que je rangeais la bibliothèque du salon, on a sonné à la porte. J'ai été surprise, car je recevais rarement des invités à cette heure-là. J'ai ouvert la porte et je suis restée figée de surprise. Sur le palier se tenait Alexandre, le petit frère de Julien. Contrairement à Julien, si faible de caractère, ou à Sébastien, le manipulateur, Alexandre était un jeune homme intelligent, posé et compréhensif. Il était devenu indépendant très tôt, travaillait comme ingénieur informatique dans une entreprise étrangère, et vivait seul depuis la fin de ses études. Durant mes 3 années de mariage, il avait été le seul à toujours me traiter avec respect. Parfois, lors des repas de famille, lorsque Béatrice lançait des remarques piquantes ou que Julien me laissait seul dans la cuisine, Alexandre m'aidait souvent à débarrasser la table, et me conseillait de ne pas prêter attention aux piques de sa mère. Mais l'influence du petit frère n'était pas suffisante pour changer les fondements conservateurs de cette famille. Alexandre se tenait sur le pas de la porte avec des viennoiseries toutes chaudes et un sac de fruits frais. Il m'a souri doucement et m'a salué chaleureusement. Il a pris de mes nouvelles et m'a demandé la permission d'entrer 1 minute. Je lui ai rendu son sourire et je l'ai invité à entrer. Après tout, mon divorce était une affaire entre Julien et moi. Je n'avais aucune raison de détester quelqu'un qui avait toujours été bon envers moi. Alexandre est entré dans le salon et a posé la nourriture sur la table. Il a balayé l'appartement du regard. Ses yeux se sont arrêtés sur les meubles rayés. Il a soupiré, et sa voix est devenue basse et pleine de compassion. Au nom de sa mère et de ses frères, il m'a présenté ses excuses les plus sincères pour tout le mal qui m'avait été fait. Alexandre m'a expliqué qu'à ce moment-là, il était en déplacement professionnel à l'étranger, et que lorsqu'il était rentré et avait appris ce qui s'était passé, il était déjà trop tard pour intervenir. Il m'a dit qu'il avait profondément honte et qu'il souffrait des actes avides et aveugles de ses proches. J'ai préparé une infusion à la camomille, j'en ai versé 2 tasses, et j'en ai glissé une vers Alexandre. Je lui ai doucement conseillé de ne pas se culpabiliser et de ne pas s'excuser à la place des autres. Chacun est responsable de ses propres actes. Je l'ai rassuré en lui disant que tout avait été réglé par la justice. Julien et moi étions officiellement séparés et n'avions plus rien à voir l'un avec l'autre. J'ai souhaité à Alexandre de vivre sa propre vie, et de ne pas laisser les erreurs de sa famille influencer son avenir. Nous avons encore un peu discuté de son travail, et de ma nouvelle vie. Alexandre était heureux de voir que je n'avais pas sombré dans la dépression, mais qu'au contraire, j'avais l'air plus rayonnante et heureuse. Cependant, au milieu de notre conversation détendue, Alexandre s'est soudainement tu. Il a baissé la tête, fixant sa tasse de thé. Ses mains étaient fermement croisées, comme s'il retenait quelque chose de très important. Le silence a envahi la pièce. Alexandre a pris une profonde inspiration, a relevé la tête, et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard n'était plus celui d'un beau-frère, mais un regard empreint de sentiments profonds, fermes et sincères. Alexandre m'a dit, en articulant distinctement chaque mot, que pendant ces 3 années, il avait observé en silence mes sacrifices et ma patience. Il admirait mon talent, ma force et ma grandeur d'âme. Alexandre m'a avoué qu'il était secrètement amoureux de moi depuis longtemps, mais qu'en raison des barrières morales, du fait que j'étais sa belle-sœur, il avait été contraint de cacher ses sentiments. Chaque fois qu'il voyait sa mère et son frère m'humilier, son cœur se serrait de douleur, mais il ne pouvait pas me défendre ouvertement. Alexandre a continué. Sa voix était devenue un peu plus émue. Maintenant que j'étais totalement libre, que plus rien ne me liait à Julien, il ne voulait plus se taire. Alexandre a exprimé le désir de devenir l'homme qui prendrait soin de moi jusqu'à la fin de ma vie. Il m'a promis de faire tout son possible pour panser les blessures que sa famille m'avait infligées. Il m'a demandé de lui donner une chance de me prouver son amour sincère. Je suis restée figée sur le canapé. La déclaration d'Alexandre était tellement inattendue, bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai regardé le jeune homme en face de moi,
et j'ai ressenti de la sincérité dans chacune de ses paroles, dans chacun de ses regards. Un homme célibataire et talentueux, prêt à faire fi du jugement de la société pour avouer son amour à une femme qui venait tout juste de sortir d'un mariage raté avec son propre frère. Ce n'était certainement pas une impulsion éphémère, mais un sentiment qui avait mûri pendant de longues années. Pourtant, à cet instant, mon cœur était aussi calme qu'un lac en automne. La bonté d'Alexandre forçait le respect, mais l'amour ne pourrait jamais fleurir sur une terre couverte par les cicatrices du passé. Le silence a enveloppé le salon. J'ai soulevé ma tasse de camomille, j'ai pris une gorgée, ressentant une légère amertume sur le bout de la langue, qui a ensuite laissé place à un arrière-goût sucré. Mon esprit était absolument apaisé. Je n'étais pas en colère contre la soudaineté d'Alexandre, ni embarrassé par ses mots sincères. À mon âge, ayant connu toutes les vicissitudes du mariage et la duplicité de la nature humaine, je pouvais facilement distinguer les vrais sentiments de la tromperie. Alexandre était incontestablement un homme bon, un gentleman rare, né dans une famille pleine d'intrigues. Mais malheureusement, entre nous, il resterait toujours un fossé infranchissable. J'ai doucement reposé ma tasse sur la table en verre, et j'ai regardé Alexandre avec bienveillance et détermination. J'ai prononcé son prénom, doucement mais clairement. Je l'ai remercié d'avoir toujours fait preuve de respect à mon égard, et d'avoir nourri les meilleurs sentiments envers moi. Je lui ai dit qu'avoir quelqu'un qui vous comprend et vous apprécie était une chose très précieuse, et que je valorisais sincèrement ses sentiments. En entendant cela, une lueur d'espoir a brillé dans les yeux d'Alexandre. Il s'est légèrement penché en avant, croyant que j'allais accepter. Mais j'ai immédiatement levé la main pour l'arrêter, et j'ai poursuivi la conversation sur le ton le plus ferme et le plus direct qui soit. J'ai clairement expliqué à Alexandre pourquoi je ne pouvais pas accepter ses sentiments. Je lui ai dit que la vie n'était pas un roman à l'eau de rose, mais une réalité avec des relations complexes. Bien que Julien et moi soyons divorcés, Julien resterait à jamais son frère de sang. Béatrice resterait à jamais sa mère biologique. Si nous nous mettions ensemble, nous devrions affronter le jugement de la société, les commérages des proches, et surtout, la résistance farouche de Béatrice et de Julien. Je n'avais pas peur des rumeurs, mais j'étais véritablement terrifiée et dégoûtée à l'idée de me lier à nouveau à une famille qui avait épuisé mes forces et mon esprit. J'ai regardé Alexandre droit dans les yeux, en soulignant chaque mot. J'ai exprimé ma position de manière limpide. Puisque je m'étais sortie de ce marécage, je ne regarderais jamais en arrière, et je ne voulais encore moins m'engager dans une relation quelconque ayant des racines dans la famille Laurent. J'avais perdu 3 ans de ma jeunesse pour apprendre la leçon de la patience aveugle. À présent, je voulais consacrer le reste de ma vie à moi-même, et profiter d'une liberté absolue. Accepter l'amour d'Alexandre, aussi bon soit-il, reviendrait à m'emmêler volontairement dans un nœud de problèmes insolubles, et à rouvrir des blessures qui commençaient tout juste à cicatriser. J'ai conseillé à Alexandre de ne pas risquer son avenir pour une compassion éphémère. Alexandre est resté assis, pensif, les yeux baissés. Il a tenté de me convaincre encore une fois, affirmant qu'il avait acheté son propre appartement, qu'il était assez mûr pour décider de son propre destin. Personne ne pourrait s'immiscer dans notre vie ou me faire du mal à nouveau. Il a promis de couper les ponts avec sa famille, si cela pouvait me rassurer. J'ai souri avec la sagesse acquise par l'expérience, et j'ai secoué la tête. J'ai conseillé à Alexandre de ne pas renier ses parents pour une femme qui ne lui appartenait pas, même si ses parents avaient commis beaucoup d'erreurs. Je lui ai dit que son devoir n'était pas de fuir, mais d'utiliser sa bonté et sa compréhension pour réveiller sa mère et ses frères, et de les aider à prendre conscience de leurs erreurs dans leur façon de penser et de vivre. Je lui ai assuré qu'il avait une longue vie devant lui. Autour de lui, il y avait beaucoup de filles merveilleuses, qui correspondaient à son statut et qui l'attendaient. Quant à moi, j'avais choisi une voie totalement différente pour moi-même. Un nouvel horizon, où il n'y aurait aucune ombre du passé. Alexandre a écouté en silence mes arguments, rationnels et mesurés. Il était intelligent. Il a parfaitement compris que tout ce que je disais n'était que la stricte vérité. Il a compris que mon refus ne découlait pas de la haine, mais d'une profonde conscience de ma propre valeur, et du désir de protéger ma paix intérieure. Alexandre a pris une profonde inspiration et s'est levé lentement.
Il s'est incliné devant moi avec un immense respect, et m'a souhaité beaucoup de bonheur et de succès sur mon chemin. J'ai raccompagné Alexandre jusqu'à l'ascenseur. Lorsque les portes métalliques se sont refermées, dérobant à ma vue ce jeune homme si bon, j'ai ressenti une grande légèreté dans mon âme. Ce refus catégorique d'aujourd'hui était la touche finale qui refermait définitivement le livre intitulé « La belle famille » et qui m'ouvrait les portes d'un avenir nouveau et lumineux. Quelques mois après mon divorce, j'ai décidé de procéder à un nettoyage total de mon espace de vie. J'ai contacté des entreprises de rachat de meubles d'occasion, et j'ai vendu toutes les affaires qui portaient le poids des lourds souvenirs liés à la famille de Julien. Le lit, le canapé en cuir avec sa déchirure réparée, la table en noyer, tout a été emporté. Mon appartement s'est de nouveau retrouvé vide, mais cette fois-ci, ce n'était pas à cause d'un vol, c'était suite à ma propre décision de me débarrasser de toutes mes tristesses. Ensuite, j'ai vendu cet appartement, et j'ai utilisé l'argent mis de côté ainsi que les fonds de la vente pour acheter un appartement plus spacieux et plus prestigieux dans le 16e arrondissement de Paris, d'où il m'était beaucoup plus facile de me rendre au siège social de mon entreprise. Ma nouvelle vie se déroulait à merveille. Libérée des soucis liés à ma belle-mère et de l'obligation de cuisiner pour la belle famille, je me suis entièrement consacrée à mon travail. Ma perspicacité et mes efforts inlassables ont fini par être remarqués par la direction du groupe. J'ai été officiellement promue au poste de directrice nationale des achats de tout le réseau. Mes revenus ont grimpé en flèche, et mes relations sociales se sont également élargies. Pour rendre ma maison plus chaleureuse, j'ai adopté un adorable chat British Shorthair. Chaque soir, en rentrant du travail et en ouvrant la porte, je voyais ce petit chaton courir vers moi pour se frotter contre mes jambes. Je savourais pleinement le goût de la liberté et d'un bonheur suffisant à lui-même. Pendant que ma vie s'épanouissait, les nouvelles de la famille de Julien me parvenaient parfois par l'intermédiaire de Madame Martin, mon ancienne voisine. Le châtiment pour leur avidité et leurs mensonges était arrivé plus vite que je ne l'aurais cru, et ses conséquences avaient été si lourdes que personne n'aurait pu l'imaginer. Madame Martin m'a raconté que le grand mariage de Sébastien et de Juliette n'avait finalement jamais eu lieu. La cause en était ces fameux 2000 € que Juliette m'avait transférés en larmes ce jour-là. Offensée et contrariée, Juliette avait raconté toute l'histoire à ses parents, se plaignant que la famille du marié avait volé les meubles de la belle-sœur, et que c'était elle qui avait dû payer les pots cassés. Les parents de Juliette, de riches hommes d'affaires du centre de Paris, tenaient énormément à leur réputation et à leur honneur. En apprenant l'histoire de ce vol effronté, la mesquinerie et la bassesse de Béatrice, ainsi que la complicité lâche de Sébastien, ils étaient entrés dans une colère noire. Les parents de Juliette avaient immédiatement annoncé l'annulation du mariage, interdisant à leur fille de se lier à une famille aussi immorale. Ils avaient rendu tous les cadeaux de mariage et annulé le banquet prévu dans un restaurant de luxe. Quand l'histoire était devenue publique, les voisins de la nouvelle résidence de Sébastien s'en étaient donnés à cœur joie dans les commérages. La réputation de la famille Laurent avait été réduite à néant. Ils avaient perdu le respect de tout le monde. Béatrice, cette femme qui avait toujours été si fière de sa famille et qui faisait la morale à tout le monde, n'a pas supporté le choc de perdre une belle-fille fortunée, ni les moqueries de son entourage. Rongée par le ressentiment, l'amertume et les regrets liés à la perte d'argent, elle a fait un micro-AVC, et s'est retrouvée clouée au lit pendant plusieurs mois. Julien, lui, vivait avec des remords constants. Sans moi pour m'occuper des finances et de la maison, sa vie était dans une impasse. Chaque jour, après le travail, il devait affronter une mère malade et irritable, ainsi qu'un frère qui noyait son chagrin dans l'alcool depuis l'annulation de son mariage. C'est seulement à ce moment-là que Julien a compris avec amertume que sa femme, si talentueuse et gentille, qu'il avait abandonnée pour plaire à sa mère, était devenue une étoile brillante dans le ciel, une étoile qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. En écoutant ces histoires, je ne ressentais aucune joie malsaine, ni aucune haine. Je me contentais de soupirer doucement, comprenant la loi du karma dans cette vie. La cupidité et l'égoïsme n'apportent jamais de bonheur durable. J'espérais simplement qu'après ces terribles épreuves, la famille Laurent se réveillerait, qu'ils changeraient leur vision du monde et commenceraient à vivre plus dignement, en respectant les valeurs et le travail d'autrui. J'ai pris mon petit chat dans les bras, et debout devant ma baie vitrée, j'ai regardé la ville allumer ses lumières.
L'éclat des lampadaires se mêlait aux lumières s'échappant des fenêtres des immeubles parisiens, créant un tableau magnifique. J'ai souri doucement, d'un sourire empreint de satisfaction, de compréhension et de pardon. J'avais pardonné le passé, j'avais pardonné à ceux qui m'avaient fait du mal, afin de conserver pour moi-même une âme pure et une vie sereine. Le vent de la nuit a apporté avec lui un délicat parfum de fleurs. Il annonçait que les jours les plus radieux de ma jeunesse ne faisaient que commencer.